En cette nouvelle année, je vous emmène dans la réserve naturelle et nationale baie de Saint-Brieuc. C'est un endroit merveilleux. Écoutez, regardez. La perte de la biodiversité et le réchauffement climatique sont aujourd'hui devenus des sujets de préoccupation majeure à l'échelle internationale. Les réserves naturelles, nationales et régionales sont des sites remarquables afin d'évaluer ces bouleversements. Situé sur un axe de migration, le fond de la baie de Saint-Brieuc est reconnu comme une zone humide littorale d'intérêt international pour les oiseaux. Ils sont plus de 40 000 à y trouver refuge, principalement durant l'hiver, pour s'y reposer et s'y alimenter. Le fond de la baie de Saint-Brieuc, comme tous les estuaires et les baies du monde, fait partie des écosystèmes les plus productifs du monde et joue un rôle essentiel dans l'équilibre des chaînes alimentaires marines littorales. Créée en 1998, la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc est un outil juridique permettant la protection efficace et à long terme des milieux naturels remarquables du fond de la baie de Saint-Brieuc, dont le territoire ne peut être ni détruit ni modifié. Voici un magnifique oiseau, la gorge bleue à miroir.
Bonjour, ça va? Non, j'ai entendu un non. Bon, on va essayer que cette matinée se passe au mieux. Merci à tous d'être présents pour célébrer un anniversaire. Et quel anniversaire? Les 50 ans de Vive Armor. Moi, je suis Pauline Kerskellen et je vais vous accompagner durant toute cette matinée. Nous allons parler du passé, du présent et du futur de cette belle association avec de nombreux témoins. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Hervé Guillot, une figure emblématique de Vive Armor. J'apprécie. Un emblème, c'est fantastique. Je n'avais jamais pensé à un emblème. Bien, bonjour à tous. C'est un grand honneur et je suis particulièrement heureux de fêter les 50 ans de Vive Armor, bien que je sois le président depuis maintenant bientôt 5 ans et adhérent depuis relativement peu de temps, quelques années avant, 1 ou 2 ans ou 3 ans avant d'être dans le grand bain. Donc je n'ai pas une grande histoire dans ces 50 ans. Enfin, j'ai quand même lu pas mal de choses, écouté pas mal de gens, et ça me permet d'avoir quand même quelques points de repère. Je voudrais ici saluer surtout les pionniers de cette aventure-là, peut-être certains sont dans la salle, qui en 1974 ont créé le GEPN, le groupe d'études de protection de la nature, en réaction à des attaques, puisque c'est le lot de beaucoup d'associations de protection de la nature de se constituer en réaction à des attaques à la nature. Et là, elles étaient quand même balèzes et elles étaient quand même assez bizarres. Hein. Ça allait d'un aéroport dans une baie, des polters, une décharge, enfin voilà, il y avait tout. Il y avait tout. Et à l'époque, il fallait être pionnier parce que bien qu'on arrivait sur la fin des 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses n'avaient pas beaucoup laissé de place à la nature, n'avaient pas beaucoup laissé de place à la réflexion. Et on pensait que la nature eh bien, était quelque chose, un tonneau sans fin dans lequel on pouvait toujours puiser et que le progrès était surtout de ne pas être contraint par cette nature. Je vous ai parlé des alertes. En 50 ans, il en a fallu des lanceurs d'alerte et il en a fallu des alertes. Nous avons parfois des grandes discussions sur le terme même lanceur d'alerte. Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte? Est-ce qu'un lanceur d'alerte peut être politique? Est-ce qu'un lanceur d'alerte doit être systématiquement quelqu'un qui est en dehors de plusieurs réseaux? C'est très difficile à savoir. Donc les alertes, c'était la décharge de Cesson, hein, quand même. Saint-Brieuc avait quand même la particularité de faire une décharge sur le domaine public maritime. C'est plus pratique hein, de faire ça sur les autres et puis le bien commun. Voilà. Donc cette décharge n'existe plus, il reste le lieu. On verra peut-être un jour dans les années à venir ce que l'on va pouvoir en faire. Déjà les algues vertes, il y a 50 ans, il paraît qu'il faut laisser du temps au temps. L'agriculture est un paquebot et on ne change pas sa direction du jour au lendemain. Par contre, on peut tourner la barre. Certainement, il va aller sur son air pendant un moment, mais si on attend, tant qu'on ne tournera pas la barre, il continuera à aller dans le mur. Mais c'est bien, on va mettre un nez rouge et puis on klaxonnera. On s'est aussi, à Vive Armor, je dis on, même si j'étais pas là, battu contre le port du Légué, et ça j'insiste là-dessus, parce que là aussi, avoir un port dans un endroit où il n'y a pas d'eau, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où ça existe, mais ça existe à Saint-Brieuc. Et donc on a un port qui n'est accessible que très partiellement dans le temps sur l'année. Je ne me lancerai pas dans les chiffres, puisqu'ils seraient contestés, et ils seraient contestables, mais en tout cas, en dessous d'un certain coefficient de marée, il n'y a pas moyen d'approcher le port. Et quand bien même le coefficient est suffisant, il est nécessaire de pomper. 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 Encore pomper. Ça vous rappelle rien, cette affaire? Voilà. J'ai même un jour écrit à l'époque au président du conseil départemental, vous avez, monsieur le président, passé l'âge de jouer avec le sable. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Je me suis fait tirer les oreilles.
Donc face à l'obstination de certains à vouloir maîtriser la nature et le vivant, il fallait que les associations, de façon inlassable, remettent le métier sur l'ouvrage en ne lâchant rien. Un des pionniers me disait l'autre jour, c'est comme lorsque l'on essaye de casser un caillou. On tape, on tape, on tape, on tape, on ne sait pas combien de fois on va taper. Et un jour, le caillou se fissure et le caillou est cassé, nous avons atteint notre but. Eh bien, les associations, c'est ça, quel que soit le domaine. Je vois le président du mouvement associatif de Bretagne, quel que soit le domaine. C'est vrai pour la protection de l'environnement, mais c'est vrai pour certainement plein d'autres associations. Aujourd'hui, on nous dit les consciences sont éveillées. Youpi. Face aux dégâts occasionnés au paysage, au vivant et à la nature, on a pris conscience. Oui, on a pris conscience que 2 petits cours d'eau sur 5 se sont asséchés en 2022. Je ne sais pas si on a pris conscience. On a su que 65 000 hectares sont tous les ans artificialisés. Ça, on le sait. On sait aussi que 85% du territoire subit les pressions de la pollution lumineuse. On le sait. Avons-nous conscience de ce que ça occasionne? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il faut dire que l'addition des alertes des scientifiques, il y en a quelques-uns dans la salle, des militants et de certains politiques sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes. On a même découvert des nouveaux mots depuis quelque temps, ou bien des mots qui étaient peu usités. Des mots comme solastalgie. Il paraît que certains d'entre nous sont atteints de solastalgie. D'autres sont collapsologues. D'autres sont atteints d'amnésie environnementale. Voilà des jolis mots qui disent toujours la même chose. En fait, on sait, mais on ne fait rien. Ou pas grand-chose. Quelles contraintes sommes-nous prêts à accepter? Peut-être que là, c'est la vraie question. Et quel accompagnement vont être mis par les pouvoirs publics pour que la société accepte ces contraintes dont elle est à l'origine des dégradations, mais dont elle n'est pas forcément systématiquement responsable. Donc face à cela, les associations de protection de la nature continuent à se mobiliser, à vulgariser la connaissance et à gérer les espaces. Le festival d'aujourd'hui en est la preuve. Très, voire même trop souvent, le découragement nous guette. Et le pire serait de se résigner. Et ça, c'est un message qui nous a été transmis par une personne très importante pour la protection de la nature en Bretagne, c'était Jean-Claude Pierre, qui disait « le pire serait de se résigner ». C'est facile de dire non, mais de se résigner, il ne faut surtout pas se résigner. La mobilisation doit être toujours de plus en plus forte pour qu'on puisse maintenir, voire retrouver des espaces qui soient accueillants, harmonieux, résilients. En un mot, des espaces qui soient habitables pour l'ensemble du monde vivant. Et je dis bien pour l'ensemble du monde vivant, y compris celui qui se déplace à 2 pattes, mais qui n'a pas d'aile. Je souhaite encore à Vive Armor un très bel anniversaire, une longue vie militante. On ne lâche rien, il ne faut rien lâcher. Et je vous souhaite un bon débat et un bon festival à tous. Merci. Également notre grand témoin du jour, que vous avez certainement reconnu, mais que je vais quand même présenter en quelques mots. Sénateur du Morbihan durant 12 ans, on lui doit notamment la loi qui porte son nom, qui encadre mieux les produits phytosanitaires. Bonjour, Joël Labbé. Et bonjour à toutes et à tous. Merci à Hervé de m'avoir conduit dans cette galère très positive. On se connaît depuis dans une autre vie sur le Morbihan avec Hervé. Il m'a demandé si je voulais bien venir ici pour cet anniversaire de Vive Armor. Et c'est de gaieté de cœur que je suis venu, avec un petit bémol pour venir en transport public du sud Morbihan sur Saint-Brieuc, il faut passer par Rennes. Alors ça m'a mis 4h30 de réveil ce matin et 3 heures de train. Mais on y arrive et puis le temps, il faut savoir le prendre aussi. Hervé parlait de l'éveil des consciences, et c'est vrai que les consciences sont éveillées. Maintenant, c'est le temps, l'expression chère à Pierre Rabhi, de l'insurrection des consciences. Et je le dis véritablement parce que c'est ce que je pense, la notion de l'insurrection pacifique, évidemment, mais il y a des choses qu'on ne peut plus laisser faire. J'en parlerai dans la conclusion. Alors, bon débat pour les débats.
Pierre Liézou, l'un des premiers adhérents du GEPN. Oh oui, vous pouvez l'applaudir. Le GEPN, si tout le monde ne l'a pas, c'est le groupe d'études et de protection de la nature qui est devenu Vivarmor. Qui dit Kernalegen, docteur en sciences politiques, auteur notamment de l'histoire de l'écologie en Bretagne. Et enfin Jean-Pierre Raffin, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, président d'honneur de France Nature Environnement, fédération dont fait partie Vivarmor à travers sa fédération FNE Bretagne. Aussi enseignant-chercheur dans le passé, vous avez contribué à créer l'enseignement de l'écologie. Vous avez été député européen ou encore membre du Haut Comité à l'environnement. Je m'arrête là pour le CV parce qu'il est long comme mon bras et encore plus long. Mais merci d'être avec nous. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit bond 50 ans en arrière. Nous sommes en 1974. Pierre, vous venez d'arriver à Saint-Brieuc, vous ouvrez le bulletin municipal et vous découvrez qu'une association est née. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite? Oui, tout petit déjà, parce qu'avant la suite, il y avait une passion pour la nature, mais qui s'exerçait en solitaire. Je ne connaissais pas le milieu associatif, qui était relativement discret dans les Côtes d'Armor. Je venais de Campette, c'était pas très loin. Et donc j'arrive sur Saint-Brieuc, bulletin municipal, annonçant que dans l'été s'était tenue une exposition organisée par des naturalistes passionnés qui présentaient les richesses de la baie de Saint-Brieuc, et que cet exploit avait eu un tel succès qu'il avait décidé de monter une association. Dès que j'ai pu, dans les semaines qui ont suivi, j'ai pris contact avec eux, et le contact a été fantastique parce que c'était d'emblée se retrouver avec des gens qui partageaient leur passion, mais qui la partageaient très simplement. C'est l'envie d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'agir ensemble. Dans un premier temps, l'association avait beau s'appeler Pour la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc, je ne sentais pas les premiers temps vraiment d'action militante, on l'a dit maintenant. Le militantisme, dans un premier temps, c'était un partage, donc organiser des sorties de terrain pour inviter le public, pour faire découvrir la nature à tous, les expos, des articles dans la presse, etc. Et donc, je ne vais pas parler trop longtemps, mais qu'est-ce qui s'est passé donc après cette découverte de l'existence du GEPN? C'était en fait l'engagement d'une vie, pas dans le milieu associatif, parce que je travaillais plutôt dans l'administration que dans l'associatif, mais quand même toujours à proximité des naturalistes et des défenseurs du patrimoine naturel et de notre environnement. En tout cas, l'ambiance à l'époque, c'était l'exaltation, quoi, la passion de transmettre. C'est ça qui prévalait? La passion de transmettre de la part de certains, de tous les fondateurs, oui, c'est réel. Et puis, donc, il y a 50 ans, j'avais 21 ans, et les créateurs, dont quand même un bon nombre sont encore en vie, mais ils avaient 12 ans, 15 ans, 25 ans de plus, donc c'était pour moi des adultes. Des adultes, je connaissais mes parents, ma famille, mais là c'était mon premier contact avec des adultes accueillants et l'envie du partage, effectivement, un partage très amical, tout le monde à égalité, et avec, en même temps, il n'y avait pas que la nature, il n'y avait pas que le fait d'être ensemble, mais il y avait aussi une vision politique, sociale qui était partagée par tout le monde. Alors il y avait déjà à l'époque des associations de protection de la nature. Le GEPN finalement s'inscrit dans une lignée, tu dis. Oui, tout à fait. Donc, d'accord. Oui, tout à fait. L'histoire des associations environnementales en Bretagne est ancienne, dès 1912, on va dire, avec la création de la LPO, notamment pour protéger les certines. Mais le navire amiral de la protection de l'environnement en Bretagne a été créé en 1953, donc sous le nom de Cercle géographique et naturaliste du Finistère, qui est devenu en 1958 la SEPNB, aujourd'hui Bretagne vivante. Mais progressivement, dans les années 60 et surtout au début des années 70, il y a toute une kyrielle d'associations qui se sont créées, certaines d'échelle régionale, comme Eaux et Rivières de Bretagne, qui en 1969 a été créée sous le nom de APPSB,
association pour la production et la protection du saumon en Bretagne, donc qui est devenue Eau et Rivière par la suite. Mais il y avait des associations départementales comme l'Univelle dans le Morbihan et surtout énormément d'associations locales qui se créaient souvent en réaction effectivement à un projet très concret qui allait changer, bouleverser le cadre de vie, etc. Et donc, juste pour donner un ordre de grandeur, en 1972 est créée l'Union régionale bretonne de l'environnement, et qui regroupait déjà, en 1972, 51 associations, donc certaines régionales, mais la majorité étaient des associations locales. Donc, effectivement, en 1974, il y avait déjà tout un environnement régional et local d'associations qui avaient déjà une volonté de protéger l'environnement, et puis avec une réflexion écologiste émergente qui commençait aussi à être diffusée dans la société. Vous constatiez quand même, Pierre, un manque en Côte d'Armor, en tout cas, sur cette partie de Saint-Brieuc, qui ne correspondait pas forcément à vos attentes, finalement. Le manque, la nature a peut-être un horreur du vide, et effectivement, comme il y avait une dynamique de protection de l'environnement qui était en train de naître, qui est maintenant Bretagne Vivante, était, la SEPNB à l'époque, était quand même essentiellement une association universitaire. C'était les membres n'étaient pas tous universitaires, mais ceux qui menaient l'association étaient des universitaires, ça tournait autour de Brest et autour de Rennes. Et puis accessoirement dans le Morbihan, parce que la fac de Rennes avait des labos de terrain dans le cadre du Morbihan. Mais il n'y avait pas d'action universitaire sur la Côte d'Armor, et de ce fait, les Côtes d'Armor étaient un petit peu oubliées, n'étaient pas vraiment. La SEPNB ne s'était pas investi dans les Côtes d'Armor. Et donc, c'était une opportunité pour le GEPN, non pas de créer quelque chose en opposition, mais de créer quelque chose qui ensuite a travaillé très bien avec la SEPNB, avec toutes les autres structures, et ce qui se passe ce week-end, on a été témoigné d'avoir tous les stands qui sont là, tout le monde se tient la main, quoi. Mais effectivement, ça remplissait On en a parlé, Jean-Pierre, les associations à l'époque se créent en réaction, notamment à des grands bouleversements que connaissent nos campagnes et notre littoral. Alors la clé de compréhension du développement du monde associatif, eh bien on la trouve dans le centenaire qui a eu lieu au mois de septembre dernier du premier congrès international de protection de la nature qui s'était déroulé en 1923 à Paris. Et lorsque l'on compare quelles étaient les préoccupations du monde associatif en 1923, il y avait la Société nationale d'acclimatation qui est devenue la SNPN et la LPO et la Société de protection des paysages. Et à cette époque-là, lorsqu'on regarde quelles étaient la préoccupation des associatifs, ça ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé à partir des années 50-60 et qui explique, je ne sais quel mot, comment sont nées les associations. On parlait essentiellement de la chasse dans les colonies. On parlait aussi de la chasse en France, notamment la non-application de la Convention de 1902 sur les captures massives d'oiseaux. Il n'y avait pas un mot sur le rhododendron, pas un mot sur les zones humides, il n'y avait pas de pesticides. Il n'y avait pas de grands projets d'aménagement, il n'y avait pas d'assèchement de zones humides. Il y avait quelques points sur la récolte de certaines espèces végétales menacées et il n'y a pas de loi. Donc quand on regarde ce qui s'est passé, à l'époque, c'était d'autres préoccupations que celles qui ont motivé les associations et la création de la FSPN. À partir du grand déménagement du territoire qui a commencé dans les années 50, où le monde associatif, naturaliste scientifique au départ, a été motivé par le grand déménagement du territoire, ça a été l'arrosement des haies, les opérations d'assèchement dans le sud-ouest, les grands projets touristiques en Méditerranée ou sur la côte atlantique, en montagne, etc. Et les associations se sont trouvées confrontées à des problèmes que ne connaissaient pas leurs ancêtres. Elles se sont créées. Et on voit quelques exemples. En première association, la SEPNB en 58, ensuite la Société d'études et de protection du Massif central en 65, l'association fédérative régionale de protection de la nature de l'Est, c'est-à-dire l'Alsace en 65, ensuite
le comité régional d'études et de protection de la nature en Normandie, etc., vive Arnaud. Or, ces associations se sont aperçues qu'elles étaient confrontées, chacune dans leur coin, au même problème que leurs voisines. Et elles se sont dit, à l'époque la France était centralisée, il faut constituer un groupe de pression qui puisse intervenir au niveau de l'État centralisé. Et en 1967, François Hue, qui était président de la SNPL, a dit il faut unir nos efforts et avait offert aux associations régionales qui existaient déjà d'ouvrir les pages du courrier de la nature pour répercuter leurs désidérata, leurs idées. Et Christian Carnier et Jean-Philippe Barre, du comité du Conseil intersociologique de protection de l'environnement, aller plus loin. Il dit il faut unir nos efforts et constituer une structure commune. Et c'est comme ça qu'est née la Fédération française des sociétés de protection de la nature, qui a vu le jour le 5 octobre 1968, pour ensuite devenir un interlocuteur auprès des pouvoirs publics, avec comme, je termine, avec comme stratégie contestation, concertation. C'est-à-dire lorsqu'on est d'accord avec les programmes d'aménagement, lorsqu'on est d'accord, on le dit. Mais lorsqu'on y est opposé, on le dit aussi. Ce qui a conduit à ce que l'on adopte comme logo le hérisson. Parce que M. Dornano, en 1979, avait dit lors d'une de nos assemblées générales, vous devez être l'aiguillon vigilant de l'action associative. Pourquoi le hérisson? Parce que lorsqu'on caresse dans le sens du poil, il ne pique pas, mais lorsqu'on le prend à rebrousse-poil, il pique. Et ça a toujours été la stratégie des associations membres de France Nature Environnement. On va en revenir à notre fédération, mais j'aimerais qu'on se reparte encore un petit peu en arrière dans les années 80. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée d'une réserve. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Pierre Biezou, je crois que vous avez tapé le courrier à la machine qui était adressée à l'administration? Oui, taper un courrier, et avant de taper le courrier, on avait quand même travaillé entre nous. Derrière, il y avait des photocopies de couverture de ce qu'était la revue à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs de Raldo. Et dans ce Raldo, on avait commencé à avoir des articles. Ensuite, on avait fait une brochure particulière sur les richesses de la baie de Saint-Brieuc. Et tout ça, c'était, comme l'a dit le président en introduction, en réaction au projet complètement à côté de la plaque d'un port gigantesque dans la baie de Saint-Brieuc. Et on avait travaillé pour montrer que ça allait poser des tas de problèmes. On essayait de superposer les plans du port projeté avec l'occupation de l'espace par les oiseaux, par exemple. Et on dit, bon, peut-être que c'était dans l'air du temps, peut-être en discutant avec des gens de l'administration et d'autres associations, je ne sais pas comment l'idée est vraiment née, mais effectivement, vers 1980, on commençait à dire, mais ce qu'il nous faut ici, c'est une réserve naturelle. On a une réserve de chasse depuis quelques années, réserve de chasse sur le domaine public maritime. Ça en est une tranquillité énorme qui permet des stationnements d'oiseaux qui ne pouvaient pas se tenir quand c'était chassé. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne protège absolument pas l'habitat. Il faut un placement, faire un classement qui protège l'habitat. Et la seule chose qu'on peut dire dans les textes juridiques disponibles, c'est un classement réserve naturelle. Donc effectivement, on a monté un dossier, et puis à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Moi, j'avais un peu comme dans les vieux films où on voit les policiers qui tapent leur procès verbal avec un doigt. Ben, moi, j'avais une grosse machine comme ça aussi, et puis j'ai tapé, c'est un souvenir rigolo d'un autre temps. Oui, avec un doigt, très solide. Et tapé une partie du courrier, du dossier, et c'est une chose que je trouve marrante maintenant encore. On était un peu naïf, hein, on s'est lancé dans vraiment une discussion avec l'administration d'État pour monter une réserve naturelle avec un dossier qui faisait peut-être 5 mm d'épaisseur. Ça serait maintenant, il faudrait au moins un dossier qui va faire 5 cm. Mais bon, on a eu la chance d'avoir une bonne écoute à la délégation régionale de l'environnement, et ça s'est bâti, il a fallu le temps. Au début, ça nous a paru très très long, mais finalement, d'expérience, d'avoir lancé un autre dossier du même type, qui est l'extension de la réserve naturelle d'Iroise, donc dans l'archipel de Molène,
On avait lancé le premier courrier en 2007 et c'est en 2020, donc 13 ans, c'est effectivement, l'administration ne va pas très vite, mais je finis par comprendre pourquoi, parce que effectivement, monter une réserve naturelle, c'est pas un édit, c'est pas un dictat, il faut quand même une grosse concertation localement, ça doit être compétent. On en revient à la concertation. Cette idée d'accueillir des zones naturelles, tu dis, c'est une stratégie qui est portée par d'autres associations également. Oui, la LPO a été initiatrice dès 1912 en Bretagne, avec les 7 îles, puis la SEPNB, Bretagne Vivante, notamment à l'initiative de Michel Hervé-Julien, qui est le grand fondateur de ces structures, dès la fin des années 50, effectivement, a commencé à essayer de protéger des parties de nature, donc d'abord dans le Cap Sizun, dans le Finistère, puis effectivement ils ont ouvert plusieurs réserves naturelles un peu partout en Bretagne, donc en concertation avec les autorités. On a parlé de ces créations d'associations, Vive Armor et les autres. Quelles sont les phases qui succèdent à cette exaltation des débuts, à la professionnalisation, sans doute? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu peut-être une première phase dans les années 50-60 qui était un peu universitaire, naturaliste, d'experts. Puis effectivement, les années 70, surtout à partir de 1974, un peu avec le ferment de la lutte antinucléaire en Bretagne et puis la marée noire d'Amococalis, a été une décennie vraiment très militante où a émergé aussi l'écologie politique, et y compris cette vieille association respectable qui était la SEPNB, qui était pour l'étude et la protection de la nature, a commencé à développer une dimension aussi militante, notamment symbolisée par sa revue Oxygène, qui est une revue environnementale, mais qui pouvait être aussi très critique des prises de position des différents des départements, des communes, de l'État, etc. Et qui, c'était un peu une mouche du coche, et qui a créé quelques tensions. Donc à partir de 1980, la SEPNB a été un peu menacée dans ses conflits avec les administrations et a vu ses subventions publiques baisser. Or, la SEPNB avait sa revue naturaliste qui est toujours TNRB, gérait des réserves et avait des militants de terrain ou qui écrivaient dans Oxygène. Et là, elle a dû se recentrer parce qu'elle avait quand même déjà des dizaines d'employés et donc a dû se recentrer sur un peu son cœur de métier qui est l'étude, donc avec des universitaires, et la gestion de réserves dans les années 80. Donc là, c'est vraiment l'exemple de la SEPNB, mais qui se retrouve aussi aux rivières de Bretagne et dans pas mal d'autres associations, parce que le militantisme s'est retrouvé dans des partis politiques. Les Verts ont été créés en 1984, d'autres associations ont commencé à émerger de manière plus militante, et ces grosses associations qui avaient du personnel, qui avaient des enjeux financiers, ont développé une expertise juridique. Par exemple, Eau et Rivières s'est très fortement investi dans l'expertise juridique et de la gestion, et aussi de l'éducation à l'environnement. Tout ça a fait que, mine de rien, le nombre de salariés de ces associations a recommencé à se développer dans les années 80-90. Vous avez dit, il y a 6 salariés et 2 apprentis à Vive Armor, par exemple. Il y a un socle dans les associations de protection de la nature, c'est de baser les arguments sur des faits scientifiques. À Vive Armor, c'est l'exemple même, c'est important d'avoir cette base scientifique. À partir du moment où il y a eu la loi de 76 qui a permis aux associations d'entrer dans des structures de discussion aussi bien avec les entreprises que les pouvoirs publics. Il fallait élaborer des stratégies de connaissance, car face à un directeur départemental de l'équipement, face à un directeur départemental de l'agriculture, il fallait avancer des arguments concrets et pas simplement dire on est contre. Donc ce qui a mobilisé le monde associatif à acquérir des éléments, je dirais, techniques, scientifiques, pour valider les projets qu'il soutenait. Ça, c'est le premier élément. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Un des travaux qui a été important, au niveau national, ça a été d'obtenir une loi. Car en effet, avant 1976, tous les objets
aussi bien de la flore que de la faune sauvage, ne ressortait d'aucune législation. Il y avait ce qui était chassé ou pas chassé, dans le domaine végétal, rien. Donc nous n'avions pas d'outils pour pouvoir protéger en quelque sorte la nature. Car à l'époque, j'ai connu l'époque où il y avait quasiment des safaris organisés par des pays voisins de la France qui venaient récolter chez nous des plantes rares, des insectes rares, etc., parce qu'il n'y avait aucun outil permettant de la protéger. Et avoir un outil de protection était indispensable. Ça a été la loi de 1976, qui avait été annoncée par la délégation française à la réunion sur les ressources de la biosphère en 1968, en disant qu'il va prochainement y avoir une loi. La loi ne sera votée qu'en 1976, après de multiples péripéties, et notamment grâce à certains parlementaires qui ont introduit l'étude d'impact dont ne voulait pas le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu la loi. Au niveau national, la fédération s'est beaucoup impliquée dans l'élaboration de la loi. Ensuite, il faut la faire appliquer, car c'est un problème général en France. On a une multitude de lois dont très souvent les décrets d'application ne sortent pas, ce qui fait que la loi est inapplicable. On donne l'impression au pouvoir public que le problème est résolu, mais quand il n'y a pas de décret d'application, elle ne sert à rien. Et là, la fédération s'est investie sur la loi et ensuite sur son application, notamment dans le cadre juridique et contentieux, avec Raymond Léos, la SEPLB. Ensuite, il y a eu la loi Littoral, il y a eu la loi Montagne, où à chaque fois, la même problématique, le même processus, faire appliquer les lois qui existent, qui ont absorbé énormément de l'énergie du monde associatif. Donc il y avait le recueil de données scientifiques pour pouvoir argumenter, mais également la nécessité de s'impliquer dans l'application de la loi, et nous en sommes toujours au même point actuellement. On parlait tout à l'heure d'achat d'œuvres naturelles. Dans les années 80, la fédération avait lancé une campagne d'achat de milieux naturels. C'est exactement la même optique que la création des réserves en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des premiers souscripteurs avait été Jacques Hamelin, le président de l'Union des fédérations de chasseurs, avec lequel on entretenait de bons rapports. La situation a beaucoup changé. On ne voit pas l'équivalent aujourd'hui. De notre fédération, celle de France Nature Environnement, via France Nature Environnement de Bretagne, qui a été créée en 2006, notamment par Vivermont avec 5 autres associations de Bretagne. Le fédéralisme, c'est évidemment important pour porter la voix de la nature. C'est aussi, et le président du mouvement associatif de Bretagne ne contrera pas, l'exercice démocratique, en fait, qui est à l'œuvre et qui est très important pour la société civile. Si vous voulez, ce qui distingue les associations de France Nature Environnement d'autres organisations, c'est justement un fonctionnement démocratique. Et très souvent, quand je discute avec des journalistes, ils mettent tout ça dans le même mot, ils parlent des ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales, qui est un statut qui est lié aux organisations internationales. C'est-à-dire que, aussi bien à l'UNESCO qu'à la COP21, que la COP sur la diversité biologique, des organisations sont accréditées pour pouvoir siéger dans ces instances internationales. Mais ce qui ne veut pas dire que ces organisations ont un fonctionnement démocratique. C'est-à-dire que leurs donateurs ou leurs adhérents élisent leurs responsables. Pour prendre un exemple personnel, à un moment, j'ai été coopté WWF au conseil d'administration. Du temps de Jean-Claude Lefeuille, comment va-t-on ? Et un jour, j'ai posé la question, quand a eu lieu l'Assemblée Générale ? J'ai eu l'impression de dire une obscénité. Il n'était absolument pas question qu'on consulte les adhérents qui étaient en fait uniquement des donateurs. Et on peut dire, ça ne veut pas dire que ces organisations ne sont pas efficaces. C'est WWF, c'est Greenpeace, etc. Mais il n'y a pas de vie démocratique. Et ce qui caractérise fondamentalement nos associations, c'est le fonctionnement démocratique où chaque année, il y a une assemblée générale où les adhérents votent et on s'aperçoit que les responsables ne sont pas des responsables vis-à-vis
Et il y a, regardez, la suite des présidents de France Nature notamment qui font 1 ou 2 mandats et ça tourne. Et ça, c'est l'essence du mouvement associatif, c'est le système démocratique. Et je dirais, ça fait partie de nos gènes. Tu dis une dernière question, les associations de protection de la nature avec un fonctionnement démocratique ont toute leur place aujourd'hui. Évidemment, alors pour un historien c'est dur de parler d'avenir, mais est-ce qu'elles ont un bel avenir prometteur? Oui, heureusement et malheureusement, parce que finalement les besoins liés à la création de ces associations sont toujours présents, voire de plus en plus présents, puisqu'on n'est plus seulement dans l'avertissement sur des problèmes qui vont arriver. Là, on est dans les problèmes de l'effondrement de la biodiversité, du dérèglement climatique, on y est en plein dedans. Donc les associations ont un rôle essentiel, puisque le politique a aussi un rôle essentiel, mais ces deux dimensions sont complémentaires, hein, et donc qui peuvent porter des sujets différents. Donc, oui, je pense qu'il y a un très grand avenir pour le monde associatif sur ces questions environnementales, entre autres. Hein. Il y a d'autres sujets aussi. Quelques mots pour terminer. Je dirais que là, les questions du dérèglement climatique, de l'érosion de la diversité biologique, elles étaient déjà discutées en 1971, notamment à la suite de la publication du livre de Jean Dors Avant que la nature meure. On savait déjà ce qui allait se passer. Et comme je le disais tout à l'heure, le philosophe et scientifique Jean-Pierre Dupuy dit « Nous ne croyons pas ce que nous savons ». Beaucoup des éléments qui aujourd'hui apparaissent, et ce qui est aussi très étonnant de voir dans le monde médiatique, on oublie. On oublie tout ce qui s'est dit. On oublie l'organisation 68 du colloque sur la biosphère, les ressources de la biosphère, où ce que l'on dit aujourd'hui était déjà dit, était déjà annoncé, était déjà démontré. Et c'est une chose qui me frappe. Nous sommes dans une société amnésique, qui oublie ce qui s'est passé il y a 15 jours, et qui oublie d'enraciner l'action sur ce qui s'est passé avant et sur ce qui s'est dit avant. Merci. Alors on va explorer tous ces enjeux qui ont été évoqués. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Merci.